Bon, du coup, bonjour à tous, une deuxième fois. Ravi d'être là pour la session 2022 de Cloud Nord. Alors moi, j'étais déjà intervenu en tant que speaker l'année dernière. Bon, par contre, c'était en remote, et bizarrement, j'étais un peu moins stressé. Aujourd'hui, avec Quentin, on va vous présenter en fait la transformation de notre site e-commerce en 2 phases, accélérées par le cloud et le DevOps. Alors avant de commencer, en fait, on aimerait bien vous présenter quelques chiffres de la Redoute, parce que je suppose que vous connaissez tous le catalogue, et notamment vu l'audience, peut-être certaines pages du catalogue. Faut savoir qu'aujourd'hui, le site Redoute, on fait 95% du chiffre d'affaires avec le site. Okay, donc bah, voilà, c'est vraiment business critical pour le coup. On fait 70% de ce chiffre d'affaires avec nos marques en propre, donc la Redoute intérieure, MPM, etc. On fait 30% du chiffre d'affaires international, et d'ailleurs ça augmente en continu. Enfin, il faut savoir que aujourd'hui le site, c'est une seule plateforme pour à peu près 11 pays, dont le site .com. Alors il faut savoir que le site .com, on s'en sert en fait pour essayer de voir un peu quel chiffre d'affaires on va faire dans les pays. Et en fonction d'un certain niveau, on va du coup créer l'URL du site du pays, ainsi que l'application mobile. Aujourd'hui d'ailleurs sur la partie mobile, il faut savoir qu'on fait 3/4 du trafic dessus. Alors par contre, bizarrement, on continue à faire 50% des commandes sur le mode browser desktop. En fait, ça montre que voilà, les gens, les clients sont encore un peu frileux en fait, pour commander sur le mobile. Ensuite, en termes de chiffres, on a 14 millions de visiteurs uniques en France. Et si on prend toute l'Europe, ça fait à peu près 20 millions. Si on regarde un peu le trafic mensuel par mois, donc on a à peu près 40 millions de visites. On a 317 millions de pages vues et on a à peu près 950 000 commandes par mois. Donc enfin, voilà, on présente ces chiffres, c'est aussi pour vous expliquer que la plateforme elle est super importante pour la Redoute et ça va être intéressant notamment dans la suite de la présentation. Hop. Alors avant de continuer, on se présente quand même. Donc moi c'est Maxime Drouet. Donc moi en fait j'étais cloud architecte en fait lors de cette première phase de transformation de notre site web. Aujourd'hui en fait je suis dans l'équipe technologie et transformation. Et en fait, je m'occupe d'une équipe de type un peu Cloud Center of Excellence, donc avec des cloud architectes, des DevOps, avec plusieurs types d'expertise, que ce soit Kubernetes, Python, Terraform. Et Quentin ? Ah, ça marche pas. Si. Salut, moi c'est Quentin Chimanga. Je suis à Redoute depuis 2019 et j'ai commencé sur le projet de replatforming comme architecte web. Et maintenant, je manage l'équipe de Solution Architecture depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Alors pour commencer un peu cette histoire, on revient en 2018. Donc pas de guerre en Ukraine, pas de Covid. Bon, du coup, malheureusement, pas de télétravail. Et en fait, notre hébergeur Keyring nous annonce qu'il veut se recentrer sur le luxe et qu'il veut arrêter le hosting. Du coup, à ce moment-là, voilà, je vous explique un peu le contexte. On avait 2 data centers privés. Un plutôt orienté tout ce qui était back-office chez EasyTeam et un autre plutôt front office chez Keyring. Suite à cette décision de Keyring, on a en fait 4 projets qui vont commencer en parallèle. Un premier projet d'évolution technique de notre groupe privé EasyTeam. Donc déjà un peu de renew d'infra, parce que ça faisait 3 ans qu'on était chez eux, et puis de sizing pour pouvoir accueillir en fait les workloads de Keyring. Un autre projet, donc là c'est l'application d'animation commerciale, tout ce qui est promo, etc., qu'on a géré on-premise et qu'on migre en SaaS du coup sur Azure. Parce que l'éditeur connaissait cette partie, enfin connaissait que Azure et Amazon. Et enfin, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on migre une partie, et notamment notre plateforme e-commerce, sur un cloud public. Bon, on n'a pas trop réfléchi sur le fait de décider de partir sur du cloud public, notamment par rapport au trafic dont je vous ai parlé juste avant.
Et en plus, un trafic qui est évolutif en fonction de la saisonnalité des événements commerciaux, hein, notamment le Black Friday, les soldes, etc. Donc le fait d'avoir la possibilité de scaler sur du cloud public, c'était vraiment un bon use case pour nous. Donc je reviens hein, sur la petite frise temporelle. Hein. Du coup, comme on décide de partir sur le public, on teste un petit peu Azure et GCP. Et on décide assez rapidement de partir sur GCP. Bon, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mais ce n'est pas super important pour notre présentation, mais je l'explique quand même. En fait, on avait peu de temps, hein, comme je vous ai expliqué, on avait, quand Kering nous a annoncé le fait d'arrêter le hosting, on avait un peu moins de 2 ans pour migrer. Du coup, il fallait faire vite. Du coup, on n'a pas fait de RFP. On connaissait déjà Google parce que ça faisait depuis 2016 que l'équipe data utilisait les services BigQuery. Et on avait déjà une petite expérience, on avait migré en fait, on avait replatformé notre mainframe et on était parti sur Google. Et on trouvait que ça fonctionnait plutôt bien. Et enfin, on avait aussi lancé en fait une stratégie PaaS sur toute la partie Kubernetes. Et à cette époque-là, on considérait que GKE c'était vraiment les meilleurs sur ce type de techno. Donc je reviens sur la frise temporelle, du coup on décide de partir sur GCP. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On lance les fondations GCP, hein, organisation, network, identité, FinOps, observabilité. Et ensuite, on commence à préparer notre migration. Et là, encore une fois, hein, je reviens sur le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a 4 projets en parallèle. Du coup, on se dit, on ne va pas faire un projet dans le projet, donc on fait d'abord un lift and shift. Bon. En fait, en réfléchissant, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas forcément intéressant pour nous. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous montre ce modèle en fait, de stratégie de modélisation en 6R. Je suppose que tout le monde connaît, mais pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est en fait, de travailler sur le niveau de modélisation de votre application et en fonction de l'effort que ça représente. Donc comme nous, on avait peu de temps, on ne voulait pas faire trop de changements, on était parti au départ sur un lift and shift, donc un rehost. Et en fait, en réfléchissant, on s'est dit que si on restait sur un rehost, on n'allait pas. Il fallait qu'on transforme un minimum quand même notre plateforme pour bénéficier des avantages du cloud public. Donc on est plutôt reparti sur un replatforming. Alors pourquoi le replatforming? Donc j'ai expliqué, hein, pour tirer des avantages du cloud. Donc la partie solution as a service, notamment pour nos bases de données. Hein, on est passé sur de l'Iven. La scalabilité quasi infinie. Alors je dis quasi infinie parce qu'on a eu quand même pas mal de problèmes de ressources dernièrement sur certaines zones de Belgique chez Google. Et enfin, la partie environnement de demande. Alors bien entendu, hein, ces changements de techno, ça a impliqué des changements aussi de mindset et puis de gestion en fait, de notre infra, notamment avec de l'infra as code. Donc on a mis en place de l'infra as code justement pour automatiser tout ça, hein, pour pouvoir bénéficier de la partie scalabilité environnement de demande. On a aussi utilisé ça pour versionner un peu nos changements, parce qu'on a un petit peu eu du mal justement sur la migration de notre site web, parce qu'il y avait pas mal d'historique qui avait été perdu en fait, au fil des années. Et enfin, pour essayer de délivrer plus rapidement, donc accélérer. Ça a impliqué, alors comme je l'ai dit, hein, pour la partie scalabilité, on a dû changer un peu le type d'infrastructure. On est passé sur de l'instance groupe. Et du coup, on a dû aussi adapter notre pipeline de CI/CD. Donc on l'a optimisé et on l'a changé un petit peu pour faire du déploiement d'images. Alors, ça a eu en fait deux changements importants de mindset. De passer sur de l'immutable. Donc avant, on faisait nos changements directement sur nos serveurs. Là, le but, ça a été de se dire, on va passer sur des instances un nombre d'instances dynamiques. Et du coup, il ne fallait pas qu'on puisse aller changer les paramètres directement sur les serveurs. Donc le but, c'était de dire, voilà, on a un changement à faire, on recrée une image et on la redéploie. Et enfin, le deuxième changement de mindset, c'était vraiment le changement de Pets vs Kettle, hein, donc vous connaissez sûrement. C'est dire avant, on avait des serveurs physiques qu'on connaissait, hein, donc on les choyait, on connaissait les configs, etc. Et on passe sur finalement des serveurs qu'on ne connaît pas, on en a 50, après on en a 12. S'il y a un problème, on le supprime, on en recrée un. Donc ça, c'est vraiment des changements qui ont été impactants chez nous. Donc que ça soit au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau des outils de monitoring, qui à l'époque, parce que je rappelle, hein, c'était il y a quand même quelques temps, qui n'étaient pas forcément adaptés, notamment aussi les outils de sécurité.
qui n'était pas capable en fait, de gérer tout ce qui était dynamique VS statique. En termes de techno, qu'est-ce que ça impliquait comme changement? Alors d'abord, on est passé pour l'exposition du site, on est passé de load balancer F5 et une plateforme Arbor pour la partie anti-DDoS. On a basculé sur les Google Load Balancer et CloudArmor. Donc, ouais, c'est stable, ok, ça fonctionne, sauf qu'en termes de fonctionnalité, c'était quand même limité à l'époque. Donc on a eu pas mal de soucis par rapport à ça, notamment les règles CloudArmor limitées, quand on a des attaques massives pour bloquer les dizaines d'IP, enfin pas les dizaines d'IP, les dizaines de milliers d'IP, c'est un peu plus compliqué sur CloudArmor. Ensuite, en termes de changement, on est passé de solutions plutôt on-prem, managées par Redoute, donc de Postgre, de Redis, où d'ailleurs on avait perdu un petit peu la connaissance, surtout sur Redis, et du coup on a basculé sur des solutions PaaS, donc plutôt avantageux, mais le risque, et on l'a subi, c'est de passer sur des solutions PaaS, c'est le support un peu en mode black box, où quand on se trouve avec un incident P1 et qu'on attend en fait que le partenaire nous réponde et qu'il ne nous répond pas, et voilà, c'est assez frustrant pour les équipes de supervision. Et enfin, en termes de changement aussi, on était sur du serveur physique, du .NET, donc on gérait les changements avec du PowerShell et du Puppet. Et on est passé on a changé complètement notre stack avec du Packer pour les images, du Terraform. On a continué à faire du PowerShell parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas fait de changement non plus au niveau application. Du coup, on reste encore sur du .NET. Et passer sur des GitLab Runner, de l'instance group. Et on a changé aussi toute la partie pipeline de CI/CD en passant sur GitLab. Avant, on était sur Jenkins. Et on est passé aussi sur Git. Avant, on était sur SVN. Et oui, ça existe encore. Donc tous ces changements, ils ont quand même eu un impact fort sur l'orga. Avant, on était en mode un peu siloté, les ops, réseau, stockage, système, virtu. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé en fait de créer une équipe un peu transverse, multidisciplinaire, comme je disais, avec des coups d'architecte, avec toujours les ops, mais aussi des DevOps, des vrais DevOps. En termes de connaissances, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal recruté, mais pas que. On a aussi essayé de former au maximum les gens. On a fait un coup de plan, donc on s'est fait accompagner de Google lors de la phase de fondation. Et ensuite, on a fait des trainings, mais aussi pris une plateforme de training online qui s'appelle Cloud Guru. Avant, c'était l'Unix Academy, où justement, on a essayé de continuer à former toutes les équipes. Bon, c'est pas encore au niveau qu'on attendait, c'est-à-dire qu'il y a encore, comme on a encore pas mal de legacy, il y a encore certains profils qui continuent à travailler sur ce legacy et du coup qui n'ont pas évolué sur les connaissances plus publiques. Et enfin, sur la partie FinOps, donc là, on a créé une équipe, pas forcément dédiée au FinOps, mais au moins avec différents types de profils, un financier, un chef de projet, un archi et un DevOps. Bon, ça a fonctionné un certain temps, mais malheureusement, elle n'était pas dédiée, cette équipe. Du coup, c'est compliqué de gérer les sujets FinOps avec tout le reste. Et on s'est fait aussi accompagner par un partenaire, notamment pour faire un audit et puis pour essayer de prêcher un peu la bonne parole et les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ce replatforming? Alors déjà, on a gagné en termes de scaling. Il faut savoir qu'avant, on était sur du serveur physique, donc des fois, ça prenait un peu 6 mois en fait, pour rajouter un nouveau serveur, le temps de le commander, etc. Aujourd'hui, on est capable, que ce soit de 1 à 48 serveurs, en 8 minutes de scaler. Okay, et en plus, de façon transparente, avec des protections aussi en cas de problème d'activité du site ou de certains services, parce qu'à cause de changement de code, en fait, au démarrage, on a toute une stack. Pardon ? Ouais. On a une partie de startup script en fait, qui démarre et en fait, qui vérifie tout le bon fonctionnement avant de lancer le health check et de pouvoir mettre le serveur derrière le load balancer. Au niveau déploiement, aussi, on a pas mal gagné. Avant, on était sur des serveurs physiques, donc on enlevait chaque serveur du load balancer, on les mettait à jour et on les remettait derrière le load balancer. Ça prenait 2 heures. Aujourd'hui, avec la partie instance group, on est à 18 minutes. Alors, le temps de créer l'image et après de faire le rolling update sur toute l'instance group. Enfin, en termes d'incidents, alors, j'ai pas les chiffres d'avant. C'est-à-dire que quand on était chez Kering,
on n'a pas eu tant que ça vers la fin, mais on en a eu pas mal pendant une période. Et c'est vrai que là, sur GCP, depuis 3 ans, on a eu un seul incident et c'était lié à un problème de load balancer et c'était plutôt global. Et voilà, on a eu une coupure de 40 minutes. C'est la seule fois où on a eu un incident sur notre plateforme. Du coup, je reviens. Donc voilà, replatforming. Du coup, une fois qu'on avait préparé ce replatforming, on a commencé nos phases de migration. Donc on a migré site par site et on a fini en fait la migration avec la France qu'on a migré, c'était en septembre 2020. Juste suite à ça, il y a eu le Black Friday et là on a fait des chiffres records. Bon, faut savoir que c'était le Covid en plus. Je pense qu'on est les seuls sur les différents comment dire, sites e-commerce à ne pas avoir eu de dot time ou de file d'attente. On a doublé en fait le nombre de requêtes par seconde. On a eu des pics à 8000 requêtes par seconde. Et on a tenu. Ça aurait été impossible avec l'ancienne plateforme, clairement. Voilà. Et ensuite, en 2021, on a continué d'améliorer un peu notre stack. Mais on savait que voilà, on avait transformé une partie, mais c'était vraiment la partie plutôt infra qu'on avait transformée. Et on savait que pour bénéficier un peu des solutions cloud natives de Google, il fallait continuer, il fallait plutôt faire un refacto. Donc ça, c'est Quentin qui va vous le présenter, mais juste avant, juste donner quelques learns sur replatforming. Alors d'abord, en termes de projet, c'est super important d'avoir une date butoir pour éviter un peu l'effet tunnel. Surtout que, notamment sur les fondations ou sur même la migration, il y a à chaque fois plein de choix possibles. Il faut éviter au maximum en fait, de partir dans tous les sens. Et le fait d'avoir une date précise, ça permet vraiment d'avancer. Et des fois, en fait, j'ai mon responsable qui avait une expression à un moment, le mieux est l'ennemi du bien. Et effectivement, c'est vrai. Ensuite, en termes de connaissance en fait, de l'archi, c'est super important de bien connaître son archi, notamment au niveau des flux, des interactions avec les autres applications. On a passé beaucoup de temps sur le retro-engineering de l'appli, parce que ce n'était pas très documenté. Et enfin, bien splitter en fait, le projet pour pouvoir itérer au maximum et pas faire de one-shot. Ensuite, au niveau organisation et staffing, voilà, il faut bien s'aligner avec le business, notamment pour les tests fonctionnels. On a passé beaucoup de temps à tester avant de pouvoir faire notre migration. Ensuite, accompagner les devs sur la transformation, même si là, il y avait peu de refactoring, il y avait quand même pas mal de changements au niveau de la partie CI/CD. Passer en vrai mode DevOps. Voilà, le but, c'est pas que des ops fassent quelques scripting, c'est aussi de les former aux bonnes pratiques de Git, de bien commenter leur code, de bien tester. Et ensuite, au niveau de la taille et les skills des équipes, voilà, il ne faut pas hésiter à recruter et à bien staffer l'équipe, parce que nous, on l'a fait quand même avec une équipe très réduite, surtout quand on compare aux ADO, Decathlon. Et je pense que ça aurait été mieux de staffer un peu plus. On aurait peut-être fait moins d'erreurs. Au niveau de l'intégration des solutions SaaS, donc ça c'est vraiment un plus. D'ailleurs c'est notre stratégie, SaaS first, PaaS first. Par contre, attention, il y a quand même certaines limites, notamment en fonctionnalité. Je sais que sur la partie Postgre, par exemple, nos DBA, en fait, ils avaient pas mal d'outils d'analyse de performance qu'on n'a pas pu réutiliser, par exemple, chez Ivan. Alors, bien sûr, on a travaillé avec Ivan pour pouvoir le faire à terme, mais ça a pris du temps. Et puis notamment l'intégration en fait, de ces solutions, que ce soit donc, Ivan, Redis Labs, Atlas. Alors oui, c'est vachement bien et je pense qu'il faut utiliser ce genre de solution. Par contre, à intégrer, il faut savoir que ça prend du temps. Des fois, c'est comme une sorte de mini cloud provider à prendre en main. Que ce soit en termes d'identité, gestion des identités, les interconnexions réseau. Alors souvent, c'est lié à des limites des cloud providers, notamment avec Google, où on n'a que la partie finalement peering, qui en termes de sécurité est quand même très limite. Et enfin, la gestion de la facturation et puis le support, comme on l'a dit, en black box. En termes d'automatisation, donc bien sûr, il faut le mettre en place dès le début. Pour éviter les actions manuelles sur le cloud public, c'est vraiment crucial. Après, il faut éviter aussi de trop complexifier. Nous, on a fait quelques erreurs. Par exemple, on gérait en fait la restauration des snapshots avec notre Terraform en appelant des scripts Python externes.
c'est un peu difficile à maintenir et c'est pas forcément une bonne pratique. Pareil, on gère aujourd'hui encore la scalabilité, enfin la scalabilité schedulée de nos serveurs avec Terraform. Et ça, c'est un truc où on se dit finalement c'est pas le bon use case. C'est quelque chose qu'on devrait sortir et voilà, ordonnancer les appels des API et scaler plutôt de cette manière-là. Justement, en parlant de scaling, c'est plus intéressant de faire un scaling intelligent schedulé, en tout cas pour nous, hein, Redoute, qu'un scaling auto. Alors déjà, le scaling auto, nous on l'a testé sur Google, notamment sur la partie instance group, et en fait c'est très compliqué. Finalement, on avait un serveur qui était ajouté, supprimé, ajouté. Pourtant, on a vraiment essayé de traiter ce scaling sur plusieurs types de métriques. Après, bon, peut-être que si la solution d'instance group de Google est limitée. Donc nous, on est plutôt parti sur du scheduling de scaling intelligent. C'est-à-dire qu'en fonction de la journée, par exemple, dimanche, on sait qu'à 20h, on va avoir le plus de connexions. Du coup, on scale 30 minutes avant et on rajoute des serveurs. Et c'est pareil, le scaling auto, en fait, de toute façon, ça ne marche pas pour nous pour certains types d'événements. Par exemple, quand on a une notification app, il faut savoir qu'on peut avoir, par exemple, 2 millions de personnes qui vont se connecter en même temps sur le site. Donc voilà, même si on scale en 2 minutes, ça ne suffit pas, en fait. Donc il faut vraiment... et là, je reviens sur l'alignement business. En fait, il faut vraiment s'aligner avec le business pour justement scheduler avec eux le scaling du site. Hop. Et enfin, sur la partie FinOps, donc là, à mettre en place dès le début avec un système de tagging, c'est super important. Avoir une équipe dédiée et puis essayer de prioriser tout ce qui est scheduling et réservation. Nous, c'est là-dessus qu'on a gagné le plus. Hein. Voilà. Le fait d'arrêter les environnements hors prod la nuit, le fait justement de scaler la plateforme en fonction de l'usage en prod. Voilà, c'est là-dessus qu'on a gagné. Et enfin, n'oubliez pas de négocier avec votre cloud provider. Parce que voilà, ça, on ne l'a pas fait, nous, dès le début. Et c'est quand même assez important, parce qu'une fois que vous avez tout migré sur le site, pour essayer de renégocier, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Hop. Du coup, moi, je vais vous parler de l'étape d'un peu d'après. On n'a pas encore été extrêmement loin, mais en tout cas, ça avance. Je ne vais pas parler des cloud functions. Le talk, il est un peu plus centré sur finalement comment on a géré la transfo. Et s'il y a des questions techniques, on pourra y venir juste à la fin du talk. Donc, comme l'a expliqué Maxime, finalement, notre platforming, si je conclue sur ça, c'est le même logiciel sur la nouvelle plateforme avec quelques adaptations niveau infra as code et CI/CD. Dans cette première version, du coup, on voulait s'assurer qu'on conservait toutes les fonctions initiales et qu'on n'avait pas de downtime, chose faite. Et bien sûr, du coup, on a conçu et déployé une première itération stable, comme l'a dit Maxime, en l'espace d'1 an. L'échéance, elle était quand même hyper intéressante parce que c'était suffisamment long pour qu'on aille chercher des éléments qui ont de la valeur sur le CI/CD par exemple, et éviter le rehost. Et en même temps, c'était suffisamment court finalement pour nous forcer à nous canaliser sur un seul layer d'architecture, donc en l'occurrence la partie infra dans ce cas-là. On n'a pas touché à la partie fonctionnelle et on n'a pas touché à la partie logicielle. Maintenant, sur la question du refactoring, c'est quand même largement différent. L'approche, tant bien même qu'on reste sur un système un peu itératif, etc., qu'on s'est toujours fixé des deadlines, on est quand même sur une horizon à 2025, parce que en fait, c'est une conséquence de notre schéma directeur. On a tout un ensemble de choses à faire, donc la temporalité est pas la même. Ici, on est amené à toucher à bien plus de layers d'un point de vue archi, fonctionnel, infra, et surtout, on va aller chercher du coup les changements niveau logiciel. Donc, on va surtout en 1. Finalement, on a cherché à décustomiser la plateforme parce qu'en fait, avec notre legacy, on avait fixé tellement de bugs. On avait un truc qui roulait aux petits oignons, mais qui pouvait avoir du coup des comportements un peu bizarres dès qu'on essayait de le mettre dans un environnement plus standardisé, typiquement chez Google.
Et en deux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité des avantages de Google, tout simplement, pour prendre en compte de nouvelles exigences vis-à-vis du business fonctionnel, et voilà, et chercher à anticiper un peu des nouveaux besoins. Donc, je reviens également sur cette timeline, là, notre fil conducteur. Par quoi on a cherché à commencer concrètement notre refactoring. Donc on travaille sur plusieurs layers, mais on travaille avec un fil conducteur, et chez Redoute, on a choisi le checkout, le process de checkout. Alors ça a été assez difficile de choisir. Moi, j'avais posé plein de questions avant, j'avais sondé plein de collègues, d'ex-collègues, etc. Il y avait une team qui était pour choisissez les CGU, il y a zéro risque. Et il y avait une team qui était choisissez un truc qui est relativement proche du client, comme ça impactera le TTR et ça impressionnera tout le monde. Finalement, ça a été vraiment difficile de choisir, mais on a pris la deuxième option, en accord avec le business, tout simplement parce que ça correspondait à un parcours qui était bien consistant chez nous. Et ça correspondait aussi à une feature team qu'on pouvait extraire des personnes pour les dédier un peu à ce projet de refacto. Donc d'un point de vue client, là, le process de checkout, du coup, on rentre par le panier, et puis après, finalement, on sort de l'autre côté par le paiement. C'est assez consistant, c'est pas vraiment comme la partie catalogue où on peut entrer de plein de users de journée en fait différents. Nos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on a cherché à faire avec tout ça? On voulait évidemment se mettre dans la capacité de délivrer de nouvelles fonctionnalités, et ça le plus rapidement possible. Le faire avec moins d'adhérence organisationnelle qu'avant, et le faire avec une meilleure maîtrise des impacts techniques. Jusque-là, c'est le truc assez classique. On est tous relativement d'accord sur ça. Et généralement, une fois qu'on a dit ça, de la part des boîtes de consulting, on reçoit un truc qui est à peu près comme ça, qui va dire « Vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous avez un monolithe, vous aurez des microservices à la fin, et ça sera plus découplé, plus modulaire, il y aura de meilleures performances, ça sera plus résilient, forcément parce que vous avez des briques indépendantes qui vont pouvoir s'adapter, scaler, et des équipes dédiées produits qui vont gérer chaque truc. » Ok, bon ça c'est cool, mais le vrai problème c'est que il faut bien commencer quelque part en fait, et après il faut maintenir cette trajectoire. Donc notre réalité, qui peut être, je pense, celle de pas mal de personnes, c'est qu'on a pas mal tâtonné à désincarcérer en fait le premier périmètre fonctionnel qu'on avait identifié, donc notre fameux checkout. Et la recette qu'on a un peu suivie, c'est assez bateau, mais ça me paraît quand même suffisamment important pour le rappeler, c'est que en un, finalement, on a remodélisé les interfaces autour de notre checkout, on a reposé les flux, et quand je dis les flux, du coup, public interne, public externe, enfin public entrant, public sortant, les échanges privés entre les différentes plateformes au sein même de la Redoute, on a pris le temps d'étudier, de reposer ça, donc c'est pas mal de temps passé dans la config, que ce soit du cluster ou la config applicatif. Ensuite, on a rebuildé la nouvelle application. Et donc, on a fait une nouvelle ligne de dev avec les gens qu'on a sorti des feature teams. Et ça avec une nouvelle stack en miroir de l'ancienne, parce qu'il ne fallait pas se priver non plus d'aller recopier un certain nombre de choses qui pouvaient être bien faites, de problèmes qu'on avait bien résolus dans le legacy. On a redéployé tout ça, donc on a recréé from scratch un nouveau pipeline de déploiement. Et pour finir, on a créé cette nouvelle application, on l'a opérée avec l'ancienne, et donc on a posé une nouvelle infra d'observabilité. Alors je reviens après sur l'impact techno du coup d'avoir fait tous ces nouveaux trucs, mais en fait ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup de nouvelles choses, même si on a choisi un petit scope en fait. Et du coup, il y a un risque clairement identifié, c'est que à chaque fois qu'on va ajouter une nouvelle techno, c'est que ça ne soit pas bien clair sur son cas d'usage, son rôle. Donc c'est comme ça que des fois on s'est rendu compte qu'on avait des doublons, des choses qui pouvaient être mal maîtrisées. Et il a fallu trier et être bien vigilant sur ça. Ça a pris du temps, mais c'était clairement pas inutile. Le deuxième risque, c'est de rester trop longtemps figé en fait dans cet état là, transitoire, et du coup pas avoir envisagé suffisamment de scénarios.
de redéploiement, de déploiement, de redirection à chaud, etc. Et de se retrouver voilà, bloqué avec un truc un peu au milieu. Le problème, du coup, j'enfonce quelques portes ouvertes, mais juste avant de switcher sur les technos, mais j'enfonce quelques portes ouvertes, mais en fait, faut bien se dire que dans le feu de l'action, ce que je viens de dire, finalement, on le squeeze super vite. Quand les deadlines commencent à arriver, que tout le monde commence un peu à paniquer, les schémas qui concernent les flux, bon, c'est vite passé à la trappe. Et on pense sincèrement que c'est pas là qu'il faut chercher à aller économiser du temps. Qu'est-ce qu'on a changé comme techno, du coup, un peu concrètement pour faire ce refacto? Je donne quelques exemples sur l'évolution de nos stacks, mais on était principalement sur du .NET. On est passé à une containerisation Linux lorsqu'on a fait le changement pour .NET Core. On est passé à des instances, on était sur des instances packagées avec Packer et Terraform, et on est passé tout ça en mode déploiement des conteneurs avec Helm. On a fait une grosse audit de sécurité sur notre cluster Cube pour travailler sur l'exposition publique, tout simplement parce que, comme on dit, là, avec beaucoup de payment software provider, on avait des contraintes de certification PCI DSS assez particulières, donc il fallait retravailler ce point-là. On a rechallengé les bases de données, comme on avait redécoupé un sous-périmètre, ça nous permettait de rentrer dans le détail de quels étaient les objets. Donc, on a challengé nos anciennes bases de données pour passer sur, en l'occurrence, là, sur du Mongo. Ça satisfaisait mieux la structure des objets et les contraintes de scalabilité. On a revu notre layer de streaming de logs et de traces. On a refondu à peu près tout ça. Et du coup, je rappelle le point d'attention qui était finalement de se concentrer sur une techno pour un cas d'usage et de creuser le truc jusqu'au bout. Il y a certainement entre le avant et le now une étape un peu au milieu où en fait finalement on devait avoir 40 technos qui devaient bien faire à peu près la même chose pour tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Si je regarde les métriques qui sont chères au DevOps et puis qu'on retrouve dans Accelerate, on retrouve là dans Google, etc., les 4 métriques de Dora, Deployment Frequency, Lead Time for Change, Time to Restore Service et Change Failure Rate, vraiment sur les 2 premières, on a eu une belle amélioration et on est passé au niveau élite, on va dire, avec le déploiement on demand et puis un lead time for change inférieur à une heure, même bien inférieur à ça. Si on regarde un peu les chiffres du coup en détail, le déploiement aujourd'hui d'une feature pour une release, c'est 2 minutes. C'est un process qui est totalement aux mains des tech leads dev. Du coup, petit bonus pour eux, c'est que maintenant on a des astreintes chez les devs aussi. Il y a un nouvel environnement de développement qui peut être déployé sur un namespace dédié en l'espace de quelques minutes versus plusieurs jours. On peut déployer ça pour une branche avec des flux directs pour un dataset donné, par exemple. On m'avait suggéré cette bonne idée, du coup, on a appliqué ça et ça marche plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a changé d'autre? On a toujours besoin ou qu'est-ce qu'on n'a pas changé d'autre? On a toujours besoin de quelques minutes pour scaler la plateforme sur les pods ou sur les instances. Ça suffit en fait pour la majorité des opérations quotidiennes. Les événements commerciaux type Black Friday et soldes, finalement, on les gère encore de façon manuelle, anticipée, avec du scheduling qu'on continue malgré tout à faire. Donc finalement, ce checkout, c'est en moyenne 3 points de conversion en plus versus l'ancien. Donc résultat un peu de ce refacto et de ces changements. Ça a permis surtout, en fait, je pense, de poser à la base de nouveaux standards et pour d'autres projets et de montrer par l'exemple qu'on était en capacité de désincarcérer le reste du monolithe. Et ça, voilà, au niveau du business, du codir, etc., c'était quand même pas gagné quand on voit l'ampleur des changements que ça a pu nécessiter. Donc les petits learnings. Alors, le premier, j'ai envie de dire, c'est quand il faut y aller, il faut y aller. Du coup, faut timeboxer, écrire, il faut planifier.
Si vous ne l'avez pas vu, il y a le talk de Romain Taillade là, de Decathlon qui explique The Expert War, la guerre des experts, là, qui explique comment ils ont un peu taffé chez eux. Et c'était un peu ça aussi chez nous. C'était le fait de rétro-ingénierie, tout ça, c'était un peu la guerre des experts pour pouvoir découper par quoi on commence, etc. Donc il faut vraiment time-boxer et puis il faut écrire, faut pas que ça reste juste des conversations parce que sinon en fait on n'a pas fini. Il faut bien dessiner la cible. Donc voilà, moi je suis archi, donc c'est vraiment c'est quoi la valeur du truc, c'est quoi le scope, les fonctions, les flux, les objets dont on va parler. Travailler les scénarios d'isolation. Et en vrai, ça a été super important de faire ça pour que les choses se déroulent bien. Niveau collaboration, évidemment, collaboration DevOps, mais surtout dans le cadre du fait que il y ait beaucoup de choses en self-service à mettre en place, et donc il faut être sûr que ça satisfait les attentes et les exigences de part et d'autre. Meilleure collaboration, on a dû bosser sur ça entre front et back. Maintenant, il y a des astreintes, même dans le front. Il y a des process qu'on a dû généraliser, homogénéiser, alors qu'avant, c'était une équipe front dans un coin, une équipe back dans un autre coin. La collaboration entre le fonctionnel et le technique, c'est un peu évident, mais le type, on a pris le parti pris d'avoir une équipe dédiée. Et je pense que ça nous a un peu sauvés. Parce que les gens qui n'ont pas forcément du temps alloué pour une transfo qui est aussi importante, en fait, ça ne marche pas, quoi. Il faut vraiment sortir un peu les gens du run pour que ça puisse fonctionner. Ouais, je trouve aussi qu'il faut une certaine seniorité en fait, chez les devs. Chez nous, côté équipe DevOps, en fait, on essaie de proposer plein de choses. Il y a des équipes de dev qui ne suivent pas du tout. Alors que là, sur ce refactoring, en fait, on avait vraiment des gens bien capés. Et du coup, c'est presque eux qui nous challengeaient en fait, sur justement la partie CI/CD, le fonctionnement de Cube et puis toute la partie, la stack de monitoring. Ouais, on est vraiment passé d'un mode où on est une équipe intégration à un mode où maintenant c'est une équipe de software engineering qui fait plus que de l'intégration assez cosmétique. Donc on a recruté et ça a changé pas mal les typologies de profils, les compétences qu'on avait. Enfin, il fallait mettre un peu de force dans tout ça, quoi. L'automatisation, alors c'est cool. Mais on ne peut pas tout anticiper, comme on l'a vu, rendre tout générique, oui, mais bon, ça prend quand même un certain temps. Et il y a des cas limites sur lesquels il est préférable de bosser, typiquement les sales, etc. C'était important d'investir, trouver des solutions à ces cas-là, plutôt qu'investir uniquement du temps sur le fait de tout automatiser. Niveau techno, je l'ai suffisamment dit, mais c'est quel techno pour quel usage et être sûr, ça c'est peut-être le défaut d'avoir une équipe dédiée, c'est que les solutions qu'on va builder là dans ce refacto, c'est bien celles qu'on va pouvoir opérer à moyen court terme. Ça paraît bête, mais le fait d'avoir extrait une équipe dédiée, on fait des choix aussi du coup qui sont un peu, qui sont forcément nouveaux. Et des fois, on a posé de nouvelles technologies sur lesquelles on a du rollback parce qu'il n'y avait personne pour opérer ça dans le long terme ou à grosse échelle. Donc voilà, passer du temps à ça. Je finis sur l'observabilité parce que ça me paraît être important. On évite de bouger un truc qu'on ne peut pas monitorer, hein. Donc, pour moi, quand on parle d'observabilité, ça a souvent été un sujet de techno, donc Jaeger, Prometheus, etc. Alors qu'en fait, je le prends plutôt comme un truc bas du casque. Finalement, c'est juste une question de flux technique avec qu'est-ce qu'on va récolter et qu'est-ce qu'on veut voir finalement de l'autre côté. Pour finir, du coup, les next steps chez Redoute, c'est quoi avec les prochaines améliorations? Déjà, on va renforcer la partie observabilité, on va mettre un coup sur les métriques. J'ai parlé des logs et des traces. On a refondu tout ce pipeline de streaming-là. On pourrait faire un talk sur ça. On va travailler sur notre exposition API parce que, en fait, on est vachement plus avancé sur la partie asynchrone, Kafka, et on a assez peu bossé sur l'APIisation de nos plateformes. Donc, on va tenter d'accélérer un peu sur ça, faire moins de point à point d'un point de vue API.
J'ai présenté quelques métriques, il y en a 2 sur lesquelles on est bonne, il y en a d'autres sur lesquelles il faut forcer. Il faut forcer du coup sur ces KPI et puis commencer à distiller une vraie culture SRI dans la boîte, chose qu'on n'a pas vraiment fait jusqu'à maintenant. Donc ça fait partie clairement de nos objectifs d'investir du temps sur ça. Et donc le prochain, peut-être cheval de Troie pour faire ça, parce que ça a été un peu le principe avec le checkout pour inclure autant de nouveautés, ça sera probablement de faire le refacto sur nos pages produits. Et côté DevOps, infra, donc nous on a plusieurs sujets. Donc il y a la partie GitOps qu'on a essayé de commencer, on a challengé les équipes de dev. Bon, il y avait trop de changements d'un coup, donc on a attendu. On a migré toute notre stack plutôt évidemment de DevOps infra justement sur Argo CD. On se rend compte que c'est vraiment intéressant, que ça va permettre justement aux développeurs en fait d'avoir en fait une visualisation un peu de ce qui est déployé, de pouvoir faire des rollbacks aussi plus simplifiés, parce qu'aujourd'hui ils sont obligés de relancer toute leur pipeline avec les tests et tout pour rollbacker. C'est un peu long. Et ensuite sur la partie exposition publique, donc j'ai expliqué tout à l'heure un peu la stack Google qu'on avait. On a bien sûr on a autre chose. On a aussi un antibot qui s'appelle Datadom, mais aujourd'hui en fait il est appelé en JS directement par les fronts. Et comme on scale la nuit, donc quand on se fait attaquer à 1h du matin, on n'a plus que 3 serveurs. Et du coup, même si c'est Datadom qui est censé bloquer, comme on doit faire les appels Datadom, les serveurs sont sous l'eau. Donc le but, c'est peut-être de revoir aussi cette stack-là et de remettre une stack un peu en amont, en fait, et peut-être centraliser avec les différents outils, donc anti-DDoS, Antibot, WAF, CDN. Aujourd'hui, au niveau CDN, on est chez Fastly. On n'a que les images. Et en fait, l'intérêt aussi de partir sur du microservice, ça va nous permettre aussi de mettre dans le CDN peut-être des pages statiques. Aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'il y a trop de personnalisation. Justement, le fait de passer en microservice, ça va le permettre. Et enfin, et du coup, en termes de performance, voilà, ça va permettre aussi d'améliorer nos perfs sur le site. Le fameux score Web Vitals. Voilà, les scores Web Vitals, que j'oublie à chaque fois. Et alors pour finir, le catalogue de services infra aussi. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Donc voilà, on arrive sur le cloud public, on commence à utiliser plusieurs plateformes, plusieurs services. C'est justement l'intérêt. Par contre, le but pour nous, c'est vraiment aussi de standardiser les outils en fonction des use cases. Donc on n'avait pas vraiment de catalogue de services, on est en train de l'étoffer. Et en fait, il va surtout nous servir demain parce que donc, la Redoute, ça bouge beaucoup. Ça fait 3 ans qu'on est sur GCP. On vient de faire en fait on vient de définir un schéma directeur d'infra où on a décidé en fait de faire un move to cloud de tout ce qu'on a sur nos data centers privés sur du cloud public. Et on vient de finir un RFP où on a décidé en fait de tout migrer sur Azure, notamment le site web qui est aujourd'hui sur GCP. En fait, on va garder que la data sur GCP. Et du coup, voilà, ce catalogue de services va nous servir aussi pour savoir ce qu'on va utiliser demain sur Azure. C'est un peu les tendances du coup de Redoute, à savoir que on reste quand même un petit nombre malgré tout pour faire tout ça, donc c'était plutôt challengeant, c'était plutôt pas mal. Si vous avez des feedbacks, du coup, utilisez le QR code, s'il vous plaît. Ça pourrait être intéressant pour nous. On se posait la question de savoir s'il y a un intérêt à faire un tech talk plus spécifique, plus technique sur une partie, par exemple, comment on est passé sur .NET Core ou qu'est-ce qu'on a refacto dans Cube, par exemple, pour pouvoir accueillir les serveurs Node.js, par exemple, qui font tourner nos fronts maintenant. Voilà, si vous avez un avis, ou au contraire, si on reste plus sur une presse un peu générale sur notre transfo, donnez-le nous, ça nous intéresse. Et n'hésitez pas à aller sur le site laredoute.io, où on a pas mal d'articles autour de la tech, sur les API, sur les events, sur le coût public, sur plein de choses, sur la sécurité, et aussi des choses un peu plus business. Donc n'hésitez pas. Merci. On a encore quelques minutes pour des questions. Des gentilles questions. Ouais.
Merci pour le retour d'expérience. Alors j'ai 2 questions. La première concerne l'architecture d'entreprise. On n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, cet aspect métier est rentré assez vite dans la refactoring que vous avez mis en place, ou est-ce que c'est un sujet qui... En fait, ça s'est fait en parallèle. En fait, on a fait un IT blueprint vraiment orienté business. Et du coup, on s'est mis comme une roadmap sur, je ne sais plus, c'est 5 ans. 5 ans. Et en fait, lors de cette roadmap, on a dû recartographier toutes les applications. Et on a mis en place aussi, on a créé, donc on en avait plus, et on a créé une équipe d'architectes fonctionnels, justement pour relister tous les flux. Donc là, aujourd'hui, dès qu'on fait par exemple un changement, qu'on propose une nouvelle architecture, on passe par des infrastructures review, des architectures review, que ça soit fonctionnel d'ailleurs, techno ou infra, plutôt de mon côté. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait, merci. Et la deuxième question, ça concerne le refactoring, donc passer du monolithe à des petites briques. Est-ce que vous en avez aussi profité en termes organisationnels, de passer en organisation agile ? Ouais, alors du coup, on était déjà dans une orga agile, j'aime bien dit argile presque, parce que du coup, on était sur des feature teams, alors que des component teams, je ne vais pas rentrer trop dans le débat, mais en effet, on avait un bribe de trucs et ça fonctionnait. Par contre, ce que ça a vraiment déclenché d'avoir fait ce découpage-là en microservices, c'est que ça a challengé un peu le scope des feature teams. Parce que du coup, on est rentré un peu plus dans le détail avec elles. Au départ, elles avaient un scope qui était purement défini par des pages. Il y avait une feature team qui était sur le catalogue parce qu'elle prenait les pages catalogue, une feature team qui était sur le checkout parce qu'elle prenait les pages checkout. Et maintenant, comme on est sur une SPA, ça commence à avoir un petit peu moins de sens. Du coup, on commence à redéfinir la chose en fonction des scopes de design API qu'on commence à avoir. Donc, ça a challengé le découpage. Mais pour autant, bon, voilà, ça n'a pas restructuré profondément les choses parce qu'on avait déjà une bribe. Ce qui a été inclus et qu'on n'avait pas avant, c'est qu'on commence à avoir un genre de core team pour pouvoir en fait accélérer quand on le veut sur un refacto important, parce que c'est super difficile de refaire ce qu'on a fait là, au sens où on prend des mecs du run, on les sort, on dit bah voilà, pendant 6 mois il va se passer un truc. Donc on sait qu'il faut une team dédiée, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est déstructurer en fait les feature teams qui existent. Donc on commence à créer une core team à côté pour pouvoir accélérer en fait le build. Ouais, merci pour le retour, hein, super intéressant. Pendant le refacto, vous avez eu quoi comme frein en fait? Vous avez des mecs qui sont mis vent debout, qu'on fait la gueule, debout sur la table, on veut pas de ça, c'est n'importe quoi. Vous avez eu des freins comme ça, des gens qui n'étaient pas motivés, qui n'étaient pas moteurs, et si oui, de quelle nature? Alors moi j'ai adoré les guerres d'experts qui ont duré pendant 10 heures de conversation, réunion Teams pour accoucher d'un truc gros comme ça, parce que personne n'était d'accord. Franchement, la stratégie, ça a été de faire un peu le truc de l'oignon. C'est on a pris une team en fait où il y avait 3 personnes, on a décortiqué le sujet, on a fait un premier niveau de décision. On a élargi le périmètre, on a fait une review avec 3 personnes supplémentaires, on a acté que la décision était la bonne et après on a élargi et on a arrêté de faire des salles où il y avait tous les experts de machin avec 50 personnes pour essayer de décider d'un truc. Donc ça paraît assez bête et méchant, mais en vrai au début on a voulu commencer comme ça en se disant on inclut tout le monde, on va faire un truc et en fait ça marche pas. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, je peux donner des merci, exemples précis, mais voilà. C'est un bon conseil. Ouais. Merci. Merci pour la présentation. Vous avez parlé d'environnement à la demande et de self-service. Comment ça se passe aujourd'hui pour un développeur pour avoir un nouvel environnement? Comment ça se passe pour un développeur pour avoir un environnement à la demande?
Finalement, c'est relativement simple. Alors, il peut y avoir des cas plus complexes que d'autres en fonction du dataset qu'on va avoir. Par exemple, pour pouvoir manipuler les datasets de staging, ça peut être un peu plus complexe. Mais globalement, aujourd'hui, sur notre nouveau checkout, on peut créer une branche. Et cette branche-là, en fait, elle peut correspondre à un environnement qu'on va déployer. Donc, en tout ce qui est hors prod, en 2 minutes, on aura cette branche qui sera déployée. Et ça peut être considéré comme un énième UAT, par exemple. Et on peut bosser dessus. Donc, GitLab. Ouais. Alors, par contre, ça c'est vrai pour ce qu'il y a dans Kubernetes. Et du coup, s'il faut en plus déployer une base de données ou d'autres, voilà, et puis faire des interconnexions avec d'autres applications, malheureusement aujourd'hui, on est encore très lié au ticket, donc là plutôt sur Jira aujourd'hui, avec en plus un découpage en fonction du besoin. Donc il y a une partie côté réseau, il y a une partie côté DBA. Voilà, c'est pas encore ça. On sait qu'on doit travailler dessus. Aujourd'hui, on a quand même, quand on crée une nouvelle application, donc on a parlé un peu de notre cartographie. Hein. Donc déjà, une nouvelle application, ça nécessite d'avoir l'application connue des architectes fonctionnels. Et une fois qu'on a ce code applicatif, là, on va pouvoir aller créer, en fait, avec notre pipeline Terraform, nouveau projet GCP, nouveau projet Git, nouveau namespace et nouveau pass dans Vault pour stocker les secrets. Voilà, tout ça, c'est quand même pas mal automatisé. Après, on a encore pas mal de tâches qui passent par des tickets. Alors, ça reste automatisé. On fait les changements de firewall avec Terraform. Mais voilà, ça demande encore pas mal de tâches manuelles. Une nouvelle application, c'est pas la même chose qu'un nouvel environnement. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure des indicateurs d'accelerate qui avaient été améliorés sur la partie vitesse. Vous disiez sur la stabilité, ça y était moins. Qu'est-ce qui vous fait dire ça alors qu'a priori vous n'êtes pas tombé pendant les périodes de rush? Et c'est quoi vos pistes d'amélioration sur le sujet? Alors, en fait, sur ce point-là, c'est plus que on les mesure pas formellement en fait. On est moins bien, un truc tout bête, hein, mais être sûr, avoir le temps de non. Comment? La MTTR, la Mean Time Non, to pas Restore. MTTR. Non. Être sûr que l'application n'est pas tombée, oui. La dispo, voilà, merci. Ne serait-ce qu'avoir le KPI de dispo aujourd'hui, en fait, c'est super simple à mettre en place, mais en fait, on le fait quasiment pas. Enfin, mais à culpa. Hein. Et du coup, comme c'est mal mesuré aujourd'hui, clairement, on sait qu'on doit s'améliorer sur ça. Alors, on a planifié de le faire, que ce soit avec du synthétique, avec des bots, ou que ce soit du coup avec notre nouvelle stack, donc en l'occurrence celle qui va gérer les métriques. Donc on est plutôt parti sur Prometheus et continuer à investir sur ça. On a la possibilité de le faire. On sait comment faire, mais c'est plus qu'aujourd'hui, on n'a pas investi sur les dashboards, etc. Et on ne s'est pas pris la tête parce que c'est pas aujourd'hui, en fait, on ne s'est pas suffisamment fédéré pour qu'on prête attention à ces métriques assez. Donc, du coup, il faut d'abord convaincre les gens, les poser devant les dashboards, et puis, mettre ça en place. Mais on est à deux doigts de le faire. Ok, merci.